Je suis le colonel Mamadou Moustapha, je suis le commandant brigade défense ville de Goma. Tous ceux qui ont enlevé nos frères et nos compatriotes, on va se venger d'eux. Nous allons les abattre et on va les enterrer sans cimetière. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme, voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles du monde. Bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre podcast consacré à Mamadou Moustapha Ndala, héros national de la République démocratique du Congo, toujours avec pour support le livre du même nom. Et nous en étions restés au chapitre 6 intitulé « Colonel ». À partir de ce moment-là, donc de notre récit, nous allons voir, comme son nom l'indique, la vie de Mamadou Ndala sous le grade de colonel. Alors, il prend son grade de colonel au début de l'année 2013, entre janvier et février 2013, donc c'est dans un contexte de remaniement général de l'armée après la découverte d'éléments ennemis infiltrés dans les rangs de l'armée, donc de traîtres, qui donnaient des informations dans le camp du M23. Et là, ce que l'état-major général des FARDC va faire, c'est qu'un séminaire va être organisé à Kinshasa et tous les officiers déployés à l'Est vont être convoqués dans la capitale, donc à Kinshasa, Mamadou y compris, pour un séminaire en fait, pour un séminaire de recyclage, un séminaire militaire réunissant tous les officiers engagés sur le front des opérations. Une fois arrivé à Kinshasa, l'état-major général va retenir une partie des officiers et en renvoyer une autre. Alors pour caricaturer un peu, c'est un épisode connu dans la guerre contre le M23, les officiers originaires de l'Est, donc qui appartiennent à des ethnies de l'Est, surtout à des ethnies Tutsi, à l'ethnie Tutsi, qui est l'ethnie commune avec celle des éléments du M23, ces officiers-là vont être retenus à Kinshasa, sous prétexte de ce séminaire. Les autres vont être renvoyés sur le front des opérations, accompagnés d'officiers de l'Ouest. Donc des nouveaux officiers originaires de l'Ouest vont être déployés à l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter les affinités qui pouvaient exister entre les officiers de l'Est et ceux du M23 qui sont originaires des mêmes régions, qui sont originaires des fois des mêmes villages, qui sont parfois des membres de la même famille, et qui sont également des fois des personnes qui ont évolué avec ces officiers-là dans les anciennes rébellions d'obédience, d'obédience Tutsi, donc le RCD et le CNDP avant le M23. Donc ces officiers de l'Est sont retenus à Kinshasa, ceux de l'Ouest regagnent le front, donc à l'Est du pays, et Mamadou Ndala rentre à Goma avec le statut de colonel Full. Donc colonel Full, c'est d'ailleurs le titre de notre sous-partie dans ce chapitre 6. Colonel Full, ça désigne tout simplement un colonel 3 étoiles. C'est le grade au-dessus de celui de lieutenant-colonel et en dessous de celui de général de brigade. On parle ensuite de la fierté que ressent Mamadou d'avoir été élevé au grade de colonel. On sent que c'est une consécration pour lui, qui est un militaire très ambitieux, très carriériste, qui veut évoluer dans les échelons de l'armée congolaise, et il est d'autant plus fier qu'on lui confie la protection de l'intégralité donc de la ville de Goma. Il a pour mission de faire en sorte que le M23 ne reprenne plus la ville de Goma. Donc il est à la tête de toutes les unités commando chargées de sécuriser la ville et ses alentours, la partie nord surtout de Goma. Alors Mamadou, on voit également dans cette partie du livre qu'il s'installe avec sa famille au quartier Katindo. C'est un quartier de la ville de Goma, donc il s'installe au camp militaire du quartier Katindo avec sa famille, avec ses enfants, et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'imprègne littéralement de la vie gomatracienne. Donc il devient un véritable habitant de Goma, il discute avec la population, il prend contact avec des éléments importants de la société civile du Nord Kivu, il prend contact avec les politiciens de Goma et un certain nombre d'ailleurs de politiciens de l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc les députés le connaissent, les élus provinciaux
le connaissent et prend contact avec eux également, certains chefs d'entreprise. Donc il va constituer un réseau au sein de la société civile et du monde politique local qui vont aussi contribuer à sa popularité dans la ville de Goma. Vient ensuite la partie « L'ennemi est à nos portes ». Donc j'ai repris là une phrase que Mamadou cite d'ailleurs dans le reportage, le film « This is Congo » de Daniel McCabe, il y a un moment où il dit « L'ennemi est à nos portes ». Et dans ce chapitre, j'ai repris cette phrase pour exprimer les craintes et la prise de conscience dans les rangs de l'armée et dans les rangs des unités de Mamadou d'un risque de balkanisation du Congo. Alors la balkanisation, c'est un... Je ne vais pas dire que c'est un mythe, parce que pour beaucoup, c'est un risque réel, mais c'est comme ça un leitmotiv qui revient depuis l'indépendance du pays, et surtout depuis 1996 et la chute de Mobutu en 1997, mais la révolte de la FDL, comme on l'a vu précédemment, a commencé à la fin de l'année 1996. Donc la balkanisation, c'est la crainte tout simplement que l'Est de la République démocratique du Congo, surtout, connaisse le même sort que l'ex-Yougoslavie. Donc la Yougoslavie, c'était ce pays d'Europe de l'Est qui était composé de différents peuples qui sont devenus au fil des siècles incompatibles en termes d'entente, en termes de coexistence, jusqu'à l'éclatement et la dissolution du pays en 2003. Donc beaucoup craignent, aujourd'hui encore, que la République démocratique du Congo ne connaisse le même sort. Donc dans cette partie « L'ennemi est à nos portes », on voit comment Mamadou était conscient du risque et souhaitait à tout prix l'éviter, et qu'il a dédié son engagement à ce que l'intégrité territoriale de la République demeure intacte. Dans cette partie du livre, j'ai fait intervenir à nouveau Joël Malembe, donc le membre du M23, membre du bureau politique du M23, qui nous explique en fait les luttes internes du M23, les tensions qui existent toujours entre les partisans de Bosco Ntaganda et les partisans de Laurent Nkunda, donc du général Sultani Makenga. Sultani Makenga qui est de fait le chef militaire du M23. Donc j'avais besoin de lui, j'avais besoin d'un témoignage interne pour m'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement. Il rappelle certains points historiques du mouvement ainsi que ses ambitions. Sur ce sujet de faire intervenir un membre du M23 dans le livre, dans le récit, donc j'ai apporté quelques explications précédemment, mais c'est vrai que compte tenu de l'actualité, je me suis posé la question du bien fondé d'entendre la voix du M23 dans un document comme celui-ci. L'époque n'était pas la même et les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au moment de la rédaction de ce livre, le M23 était hors circuit. Il avait été vaincu, notamment par les efforts des hommes de Mamadou Ndala, de Lucien Baouma, de l'ensemble des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc au moment où j'écris le livre, pour moi, le M23 est mort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je recueille le témoignage de Joël Malembe, lui, il parle toujours du M23 au présent. Et c'est quelque chose que je note dans le livre. Je dis à un moment, tous les témoignages de Joël Malembe sont au présent. Donc lui, dans son esprit, le M23 était toujours vivant, toujours actif, limite toujours au front. Donc c'est vrai que je me suis posé la question par rapport à la propagande qu'ils mènent aujourd'hui, par rapport à leur avancée dans le pays, par rapport à leur classement comme mouvement terroriste. Est-ce que si c'était à refaire, je donnerais la parole au M23 ? Aujourd'hui, je ne pense pas. Mais comme je rappelle, le contexte de la rédaction du livre, c'est le contexte d'un M23 mort, défait sur le plan militaire. Donc j'étais plutôt dans cette logique-là à ce moment-là. Donc Joël Malembe explique longuement les divisions au sein du M23 et la manière dont le président Runiga, a perdu sa présidence, donc le président proche de Bosco Ntaganda, perd la présidence du M23 au profit de Bertrand Bisimwa, donc un proche de Sultani Makenga. On revoit aussi rapidement l'arrestation de Bosco Ntaganda, qui était en fuite jusque-là, et qui est arrêté à l'ambassade des États-Unis au Rwanda.
dans cette partie, l'ennemi est à nos portes, et j'essaye de faire apparaître le sentiment au sein des troupes engagées au front contre le M23, qui est un sentiment identique à celui de la population. Aujourd'hui, c'est pareil dans le conflit qui existe contre le M23, contre les ADF. La plupart du temps, les militaires au front ressentent exactement la même chose que la population. Donc là, au sein des unités de Mamadou, on a des militaires qui détestent le Rwanda, qui haïssent vraiment les Rwandais, et on en a d'autres qui sont plus mesurés, qui font la différence entre combattre le M23 ou combattre l'État du Rwanda. Donc j'essaie de faire apparaître un peu ces différents sons de cloche au sein de l'armée, qui sont similaires à ceux de la population, entre ceux qui veulent écraser le Rwanda, donc déclarer la guerre à l'État du Rwanda à proprement parler, ceux qui veulent s'en prendre uniquement au M23, de toute manière c'est la mission qui a été donnée aux forces armées de la République démocratique du Congo, tout en sachant que je n'ai pas eu de témoignage, que je n'ai eu aucune personne au sein de l'armée qui a témoigné dans ce livre, qui m'a manifesté de haine vis-à-vis des Tutsis. Donc vouloir s'en prendre aux Tutsis, s'engager dans un génocide, etc. J'ai pas trouvé ce discours-là au sein des personnes engagées dans ce conflit-là, puisque de toute manière, il y a des Tutsis au sein de l'armée. Il y a des Tutsis qui sont restés loyaux et fidèles à leur engagement armé envers la République démocratique du Congo et qui combattent le M23. Donc, même si le M23 est majoritairement Tutsi, même si ce conflit est parfois présenté comme un conflit Tutsi contre la République démocratique du Congo, on découvre qu'au sein de l'armée, il y a des Tutsis engagés, il y a des Tutsis loyaux, et du coup que ce discours-là ne prend pas dans les rangs des FARDC. Bien sûr, il y a des écarts, bien sûr, il y a aujourd'hui encore dans l'actualité par rapport au retour du M23, on voit qu'il y a un discours anti-Tutsi qui a tendance à s'installer chez certaines personnes. C'est minoritaire, mais ça peut prendre des proportions très graves si jamais ce genre de discours devenait majoritaire. Et heureusement que la plupart des intervenants politiques, que la plupart des acteurs de la société civile sont là pour un peu maîtriser les sentiments haineux qui pourraient conduire à de véritables drames dans cette partie du pays. Enfin, c'est dans cette partie-là que j'évoque la relation de Mamadou Ndala avec un homme politique de premier plan et très important sur le plan national, qui est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien membre du parti présidentiel de Joseph Kabila, et qui vient tout juste de quitter ce parti. Donc Vital Kamerhe est un homme politique originaire du Sud Kivu, très concerné par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, donc ses terres d'origine, et qui, lors d'une visite à Goma, rencontre Mamadou une première fois. Et là, une sorte de collaboration va s'installer entre les deux hommes. Mamadou a besoin du soutien d'hommes politiques de poids dans le pays, et Vital Kamerhe est totalement engagé dans la guerre contre le M23, totalement dévoué et dédié, prêt à mettre la main à la poche, puisqu'il faut dire les termes, pour venir en aide, pour soutenir l'effort militaire. Donc j'ai su, notamment par le frère de Mamadou, Hamza, que Vital Kamerhe avait grandement aidé financièrement l'effort militaire du colonel Mamadou Ndala. Alors aider financièrement, c'est pouvoir subvenir aux besoins en carburant, en munitions, en besoins essentiels pour un militaire engagé au front, pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de l'armée qui a des problèmes de ration récurrents, même si c'est vrai qu'à cette période-là, l'armée était plutôt bien lotie. L'état-major général avait fait en sorte que les militaires ne manquent de rien pour pouvoir mener leur mission à bien. Mais Vital Kamerhe était un soutien de poids pour la personne même du colonel Mamadou Ndala. Faut savoir, c'est la petite anecdote au sujet de la rédaction de ce livre, que Vital Kamerhe est l'une des premières personnes qui a été informée de ce projet. En fait, lorsque j'ai su qu'ils avaient eu une amitié, lui et Mamadou Ndala, je l'ai contacté. Il m'a répondu très, très rapidement, il m'a encouragé dans ce projet de rédaction de livre, il m'a vraiment soutenu,
et il m'a donné quelques éléments sur sa proximité avec le colonel pendant cette période de 2013 à Goma. La sous-partie suivante est intitulée Mutao, du nom d'une localité du Nord Kivu, où les FARDC ont rencontré un succès important face au M23, et à partir de ce moment-là, dans le livre, vont apparaître une série d'intitulés du nom des localités situées au nord de Goma, où l'armée congolaise a rencontré des succès, récupéré des positions sur le M23. Donc là, nous avons Mutao, il y a une autre sous-partie que j'appelle Kibati, l'autre Kanyaruchinya, donc tout ça du nom donc de ces villes, de ces petites villes où les FARDC ont fait reculer le M23 de manière ensuite décisive, puisque là on entre dans la période de mai 2013, et à partir de là, jusqu'à la fin de l'année 2013, on va voir la tendance s'inverser en faveur des FARDC. Ce que je peux dire sur cette partie Mutao, où j'ai pas trop envie de vous raconter comment les FARDC s'y sont prises pour prendre à revers le M23, je vous laisserai le découvrir dans le livre, mais c'est que Mamadou commence à prendre des décisions en collaboration avec les autres officiers déployés sur le terrain, que ces décisions payent, et que le rôle du général Lucien Baouma, donc commandant de la région militaire du Nord Kivu, est déterminant à partir de ce moment-là. Donc je montre ce lien qu'il y a entre les officiers supérieurs, l'implication que Mamadou a dans les décisions qui pèsent sur le terrain, puisque l'état-major général a demandé à ce que tous les officiers soient impliqués le plus possible dans la prise de décision, et la manière dont les soldats de rang, les sous-officiers sont aux ordres et ont cette volonté de faire basculer la guerre à leur avantage. Là, on entre dans la partie consacrée à la MONUSCO. Donc c'est une sous-partie, donc après Mutao, intitulée MONUSCO, où on voit comment la mission de l'ONU en République démocratique du Congo s'est impliquée dans la guerre contre le M23 et a endossé son rôle aux côtés des FARDC pour faire, elle aussi, basculer la guerre en faveur de la RDC. Donc la MONUSCO, qui jusqu'à présent avait un mandat défensif, qui n'intervenait pas dans le conflit, va se doter d'un mandat offensif avec une brigade d'intervention. Donc c'est une résolution votée en mars 2013 et qui va s'appliquer au fur et à mesure tout au long du printemps 2013. Une résolution votée au Conseil de sécurité et qui a donné le droit donc aux casques bleus de se doter de cette brigade d'intervention constituée de contingents, différents contingents étrangers, notamment tanzaniens. Je pense à eux puisque vous verrez, ils ont joué un rôle très important aux côtés des FARDC, des Tanzaniens, des Malawites, il y avait des Sud-Africains également. Donc tout ça est vu sous le prisme, par le témoignage du général Jean Baillot. Jean Baillot qui était le second du général en charge de cette brigade et qui m'apporte son témoignage dans cette partie MONUSCO. Donc c'est un témoignage très important, témoignage de la part de quelqu'un qui avait le commandement au sein de cette brigade, qui a vécu la guerre de l'intérieur, qui a côtoyé Mamadou, qui a pris part aux grandes décisions des casques bleus dans ce conflit et qui connaît parfaitement le Nord Kivu. Donc cette partie MONUSCO elle est consacrée à l'appréciation de la guerre sous le regard d'un casque bleu. Puis on poursuit ensuite dans la rumeur. La rumeur, ceux qui connaissent la vie de Mamadou Ndala, ceux qui ont vécu en cette période-là à Goma savent parfaitement de quoi il s'agit. C'est une rumeur qui est intervenue en été 2013 où, face au succès rencontré par Mamadou, une rumeur faisait état de la volonté de Kinshasa de le retirer du front et de le rappeler à Kinshasa. Donc les bruits ont couru, ils sont partis de certains camps militaires, puisque dans les camps militaires, il faut savoir que comme je le disais pour le cas de Mamadou à Katindo, les militaires vivent avec leurs épouses. Donc la rumeur est partie des épouses de certains militaires, qui disaient que Kabila, en gros,
en avait assez du succès de Mamadou Ndala sur le front et qui souhaitait le mettre en retrait pour que le crédit revienne davantage soit à sa personne, soit à d'autres militaires, à d'autres généraux présents sur le front. Donc cette rumeur, bien évidemment, a embrasé Goma, où, je le rappelle, Mamadou jouissait d'une popularité immense du fait des succès rencontrés, du fait de son charisme, de sa proximité avec la population, de sa manière d'organiser le conflit autour de la population, en impliquant tout le monde dans un effort de guerre, dans un effort de guerre régional. Donc cette nouvelle a embrasé Goma. Il y a eu des manifestations, les gens voulaient empêcher l'avion de Mamadou censé le ramener à Kinshasa de décoller. Donc il y a eu une situation vraiment confuse qui a poussé le gouvernement et le gouvernement provincial par la voix du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, et le gouvernement national à démentir, à dire que ce n'était pas vrai, que ça n'était qu'une rumeur, qu'en aucun cas Mamadou n'avait été retiré du front et rappelé à Kinshasa. Donc là, dans ce chapitre-là, on essaye de tirer le vrai du faux, de voir si en effet c'était une rumeur. Bon, je l'ai intitulé la rumeur, mais on se rend rapidement compte que ça n'en était pas une. J'ai eu l'information et la confirmation par plusieurs proches de Mamadou, notamment des personnes qui étaient là, près de lui au moment où ça s'est passé, que le colonel aurait reçu un courrier, une convocation par une lettre, une convocation à Kinshasa pour consultation. Mais que cette convocation était assimilable à une mise en retrait. En général, le bruit qui court par rapport à cette rumeur, c'est qu'en effet, Mamadou a bel et bien été rappelé à Kinshasa, mais qu'il n'a pas exécuté l'ordre, qu'il a refusé, qu'il a été héroïque, qu'il s'est dressé contre le gouvernement pour rester en poste et mener la guerre jusqu'à la victoire. La véritable version de cette histoire, c'est qu'en effet, Mamadou ne s'est pas rendu à Kinshasa, il a refusé, mais pour ça, il a bénéficié d'appui au sein de la hiérarchie, notamment du général Lucien Baouma. Lorsqu'il a été informé que Kinshasa rappelait Mamadou, donc il a rassuré Mamadou, il lui a demandé de ne pas s'inquiéter et que lui endosserait la responsabilité en demandant à l'état-major général de surseoir à sa décision. Donc le général Lucien Baouma a plaidé auprès de l'état-major général, donc du général Etumba, du général Olenga également, afin d'obtenir le maintien de Mamadou au front, au nord Kivu, enfin au nord de Goma, pour assurer la protection de la ville. Cette information a été gardée confidentielle jusqu'à la fin du conflit. Même à la fin du conflit, lorsque les FARDC ont pris le dessus sur le M23, le général Lucien Baouma démentira toujours l'information selon laquelle Mamadou aurait été rappelé par Kinshasa. Donc il a continué à alimenter le fait que ça n'ait été qu'une rumeur, parce qu'en fait il sait qu'un refus d'ordre, c'est un acte grave chez les militaires congolais, chez les militaires du monde entier. Donc pour couvrir le refus d'ordre, ils ont tenu un discours, ils ont convenu avec les autorités de tenir un discours convenu, des éléments de langage autour d'une rumeur qui serait partie de la population sans aucun fondement. Il y a un fondement, il y a une lettre, il y a eu une convocation de Mamadou Ndala à Kinshasa, mais qui n'a pas été exécutée. Alors, par quoi sa convocation a-t-elle été motivée ? Est-ce que réellement le président Kabila voulait retirer l'un de ses meilleurs soldats du front gratuitement ? Je ne pense pas que... Enfin, je préfère pas trop me prononcer, d'ailleurs je ne me prononce pas dessus dans le livre, parce que c'est flou. Plusieurs autres choses peuvent intervenir, et les succès de Mamadou Ndala et sa popularité agacent d'autres militaires qui sont proches du président, des militaires qui sont proches de l'état-major général, qui voient que le crédit de la défense de la ville de Goma leur échappe. Et ça a tendance à générer de la jalousie. Il ne faut pas oublier, comme je le disais précédemment, que les militaires congolais sont très carriéristes, qu'ils aiment que la lumière soit sur eux en cas de succès, en cas d'épisode de gloire. Donc,
Pas tous, bien évidemment, mais ceux qui étaient déployés à l'est de la République démocratique du Congo à ce moment-là voyaient d'un très mauvais œil la lumière que prenait Mamadou. Donc, cette jalousie et en même temps certains agissements de membres du 42e bataillon spécifiquement. Donc, spécifiquement, pas l'ensemble des commandos déployés sur le front, à Mutao notamment. On le verra ensuite à Kibati, on le verra à Kanyaruchinya. Donc certains soldats vont soit mutiler des cadavres de combattants du M23, soit les exhiber dénudés, soit avoir des comportements répréhensibles vis-à-vis des corps des soldats. Donc ces raisons seront avancées pour retirer Mamadou, qui est en charge de ces hommes, du front pour non-respect de la Convention de Genève, etc. Quoi qu'il en soit, cette décision aura été annulée par le général Baouma et Mamadou aura poursuivi son engagement au front jusqu'à la victoire finale. D'ailleurs, c'est sur le traitement de cet épisode de la rumeur que j'ai appris que Mamadou Ndala avait en fait 2 téléphones. Donc un téléphone spécialement dédié aux communications avec son supérieur, le général Lucien Baouma, et un autre spécialement dédié aux communications avec les membres du gouvernement, donc la présidence, le gouvernement, l'état-major général. Et lorsqu'il y a eu la nouvelle de cette convocation à Kinshasa, Mamadou a éteint son téléphone dédié aux relations avec le gouvernement. Donc il n'a gardé que son téléphone pour être en communication avec le général Baouma, qui lui indiquait comment procéder, comment manœuvrer face à cette situation. C'est quelque chose que Mamadou fera régulièrement lorsqu'il demandera par exemple davantage d'hélicoptères, davantage de moyens, davantage de soutien de la part du gouvernement. Il utilisera donc son téléphone et lorsque les réponses ne lui conviendront pas, il aura pour coutume de couper, d'éteindre ce téléphone afin d'être injoignable par les politiques et le pouvoir. Cet épisode de la rumeur me permet de rebondir sur l'actualité. Lorsqu'on entend aujourd'hui que les soldats manquent de moyens, qu'ils ne perçoivent pas leurs soldes, que leurs conditions au front sont déplorables, la plupart de ces informations viennent de la famille des soldats, que nous traitons ensuite. J'ai eu à traiter ce sujet, des problèmes de versement de primes de combat. La plupart du temps, ça vient de la famille, donc des épouses qui sont mécontentes de leurs conditions de vie, et des fois ça vient des soldats eux-mêmes, qui veulent que les situations changent. Aujourd'hui, par exemple, les soldats déployés au front contre le M23 qui est réapparu en République démocratique du Congo souffrent énormément du manque de moyens, du manque de rations, du manque de motivation par les primes. Donc il y a de gros manques dans l'armée que de nombreux soldats s'évertuent à faire connaître au monde extérieur et au monde civil. Donc cet épisode de la rumeur est une belle illustration en fait des frustrations ou des situations que peuvent connaître les soldats qui sont ébruités ensuite par leur famille afin de pouvoir faire réagir le plus grand nombre. Si les épouses des soldats n'avaient pas réagi, il est peu probable qu'il y ait eu tous ces mouvements de foule. C'était vraiment de grandes manifestations à Goma, puisque les épouses ont pris peur également. Ce sont les épouses des soldats qui sont dévoués à Mamadou, qui voient très bien que l'élan de l'armée connaît un regain, un renouveau, grâce notamment à Mamadou. Bien sûr, il n'était pas seul. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y avait plusieurs soldats qui affichaient un grand charisme, un grand courage et une détermination face à l'ennemi. Et Mamadou représentait un peu cette nouvelle génération de militaires congolais. Ensuite, dans la sous-partie intitulée Kibati, on a un nouveau témoin qui intervient dans le livre et qui m'apporte un peu ses lumières sur la situation. Il s'agit de M. Mambo Kawaya, qui est président de la société civile du territoire de Nyiragongo et qui s'est lié d'amitié avec Mamadou Ndala, qui est très bien placé puisque les combats de la fin de la guerre contre le M23 se déroulent sur son territoire. Et dans cette partie Kibati, on voit comment les FARDC restent gangrénés par des officiers parfois haut placés qui ont toujours des liens, des relations, des communications avec le M23.
Donc là intervient le personnage de Birocho. Birocho, qui est un officier des FARDC et qui est un commandant du service de renseignement en fait. C'est plutôt la détection militaire des activités anti-patrie, la DEMIAP, très connue en République démocratique du Congo. C'est le renseignement militaire congolais. Et de sa position, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu de donner des informations utiles pour combattre le M23, il court-circuitait les militaires congolais, soit en donnant de mauvaises informations, de fausses informations sur les positions du M23, afin de les désorienter, afin que les militaires congolais soient éventuellement surpris par une attaque du M23 qui n'aurait pas été annoncée en amont, ou alors il les guidait vers d'autres cibles qui n'avaient rien à voir. Donc plusieurs fois, j'explique comment Mamadou et ses hommes ont été appelés à tel ou tel endroit pour rien en fait, puisqu'ils avaient reçu l'information d'une présence d'éléments du M23 dans tel ou tel village, sur telle colline, dans telle vallée, information délivrée par Birocho et ses services, mais qui n'étaient en fait que des leurres afin d'éloigner les FARDC des véritables champs d'action du M23. Kibati, c'est l'une des batailles les plus âpres, les plus dures menées par les FARDC contre le M23. D'ailleurs, ce sous-chapitre est très dense, c'est l'un des plus longs du livre, où on traite non seulement de Kibati. Kibati, c'est les 3 antennes. Entre Kibati et Kanyaruchinya, souvent on dit les 3 antennes, puisqu'il y a une colline avec 3 antennes, où les combats ont été très durs entre les FARDC et le M23. L'intervention de la garde républicaine, notamment de la task force du général Ilunga Kampete. Donc tout ça est relaté dans cette sous-partie sur Kibati, qui est très... c'est la plus guerrière du livre. C'est là où on est sur le terrain, avec Mamadou, au front. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on se sente vraiment au plus près des combats, au plus près de la rapidité des prises de décision, mais aussi des blessés, des morts. Donc c'est vraiment dans cette sous-partie Kibati qu'on est au plus près de la guerre, dans sa réalité, et qu'ensuite on en voit les conséquences avec les succès qui se dessinent, et les succès qui se confirment, notamment à Kanyaruchinya et Kibati, pour ensuite apporter de l'espoir à la population qui en fait est évacuée parfois au dernier moment, lorsque les combats se rapprochent, lorsque le M23 et les FARDC sont limite au corps à corps, parfois la population est encore là. Mais à Kanyaruchinya et Kibati, la population a été évacuée à temps, puisque comme je l'explique, les combats sont vraiment des fois à 100 mètres, 200 mètres les uns des autres. Puis vient le chapitre Pomme Orange, du nom de l'opération secrète menée par l'état-major général des FARDC, à l'insu même de Mamadou, qui n'était pas au courant du lancement de cette opération lorsqu'il a été décidé. Donc Pomme Orange, dans ce sous-chapitre, on voit comment le général Lucien Baouma a été convoqué secrètement par la hiérarchie avec les généraux de la brigade d'intervention de la MONUSCO et les généraux responsables des secteurs opérationnels du Maniema, du Sud Kivu, dans toute cette région-là, de la Chopo, donc à l'époque c'était encore la province orientale. Donc les généraux en charge sur les secteurs opérationnels situés à l'est de la République démocratique du Congo, dont le général Lucien Baouma, ont été convoqués à Kisangani. Et à Kisangani a été décidée la mise en place de l'opération Pomme Orange, qui est censée porter le coup de grâce au M23, qui a perdu énormément de positions au nord de Goma, sans que Mamadou n'ait été informé. Il le dira après la guerre, il expliquera comment il a vu Lucien Baouma disparaître pendant un temps sans lui donner trop d'informations, qu'il en a déduit par lui-même qu'une décision importante allait être prise, et force est de constater qu'il a eu raison, puisque cette opération Pomme Orange, lancée aux alentours du mois d'août, août, début septembre 2013, allait apporter la victoire au FARDC sur le M23 qui allait capituler de manière officielle le 5 novembre 2013.
Dans le sous-chapitre Unis par le sort, on voit en fait comment la mise en application de l'opération Pomme Orange, comment le respect des ordres donnés, la discipline, la détermination, la motivation et le courage des soldats congolais ont mené à cette victoire elle se dessinait depuis plusieurs mois, mais elle restait quand même inattendue puisque depuis les successions de rébellions qu'a connues la République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays, jamais l'armée congolaise n'avait remporté de victoire de cette manière-là sur le terrain, en terrassant un ennemi. Mais j'explique aussi comment Mamadou est frustré, parce que Mamadou voulait vraiment décapiter le M23. Alors certains diront que si ça tenait qu'à lui, il serait allé au Rwanda, il aurait franchi la frontière, il aurait monté un groupe armé. Bon, il y a beaucoup de bruit comme ça, mais c'est vrai qu'au fond de lui, cette victoire a quand même eu un goût amer pour Mamadou. Pourquoi ? Parce que tous les chefs du M23 s'en sont sortis vivants. Ils se sont réfugiés en Ouganda, certains au Rwanda, aux officiers du M23. Donc, au sein du 42e bataillon, au sein de la brigade commandée par Mamadou, énormément de soldats l'avaient encore en travers de la gorge parce qu'ils étaient conscients que le M23 n'avait été décapité ni politiquement, ni militairement. Sur le plan politique, j'explique dans le livre les différentes négociations, j'en ai pas parlé ici, mais voilà les différents sommets, les différents pourparlers qui ont continué à avoir lieu pendant la guerre, et le devenir du M23. M23 qui n'a pas été réintégré sur l'échiquier, sur l'échiquier politique congolais comme il le souhaitait, comme depuis l'époque du CNDP, et qui sur le plan militaire a été vaincu, mais n'a pas été complètement éradiqué. En fait, le M23 a été expulsé du territoire congolais, mais Mamadou aurait préféré pulvériser, anéantir totalement le M23, premièrement, de manière à ce qu'il ne risque pas de réapparaître, et deuxièmement, pour pouvoir se consacrer entièrement à l'autre menace, à l'est de la République démocratique du Congo à ce moment-là, qui est les ADF. Donc Mamadou fait des ADF sa priorité. Les ADF, donc, ce sont les rebelles ougandais, à tendance un peu djihadiste, islamiste, qui sévissent au nord de la province du Nord Kivu, à la frontière avec les Touris et le territoire de Beni. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui à Beni, vous en entendez parler depuis un certain nombre d'années, et notamment, entre autres, du fait des ADF qui aujourd'hui se sont affiliés à l'État islamique en Afrique centrale. Donc Mamadou avait conscience de cette menace qui était d'ailleurs effective et qui était en action, puisque les ADF, vers 2013, la fin de l'année 2013, enfin depuis l'été 2013 jusqu'à la fin de l'année 2013, s'illustraient par des kidnappings au sein de la population civile, des enlèvements de religieux. Il n'y avait pas encore la série de grands massacres, comme on l'a connu après, très rapidement après d'ailleurs, mais au départ, en 2013, c'était surtout les kidnappings. Donc Mamadou a reçu l'ordre, après la victoire face au M23, de faire partie de l'opération Sokola 1, dirigée par le général Lucien Baoma, l'opération Sokola 1, dont le but était d'éradiquer la province du Nord Kivu de tous les groupes armés qui y sévissaient, à commencer par les ADF. Du côté du Rwanda, on aurait préféré que Joseph Kabila se consacre prioritairement au FDLR, afin de faire disparaître une menace pour Kigali. Mais Joseph Kabila préférera prioriser les ADF qui sévissent au Nord Kivu et surtout à Beni, au territoire de Beni. J'évoque ensuite la réussite de l'Union nationale dans le chapitre Uni par le sort, où, comme je l'expliquais, vraiment toutes les composantes de la nation se sont réunies pour mettre les FARDC dans les meilleures conditions pour l'emporter face au M23, notamment les députés qui décident qu'une partie de leur salaire doit revenir à l'effort de guerre pour les FARDC, et des décisions de ce type-là, ou du moins des intentions de ce type-là,
qui ont été salués et par Mamadou et par les soldats déployés au front et que j'évoque à la fin du chapitre que j'ai intitulé « Unis par le sort ». C'est un sous-chapitre d'ailleurs, puisqu'on est toujours dans le chapitre colonel. Puis, j'évoque ensuite le malaise qui règne pour Mamadou après cette victoire. Dans ces deux sous-parties, malaise et commandant suprême, qui clôturent le chapitre 6, je reviens sur le sentiment qui entoure Mamadou suite à cette victoire, parce que même si aujourd'hui on l'appelle héros national, au lendemain de la victoire, auprès de ses homologues, auprès des militaires, des officiers supérieurs, Mamadou n'est pas crédité de la victoire contre le M23. Et quelque part, on peut comprendre les militaires, il n'est qu'un parmi d'autres. Donc d'autres militaires se sont illustrés, les officiers supérieurs ont pris d'excellentes décisions qui ont amené à la victoire. Le commandant suprême, donc c'est le titre militaire du président de la République démocratique du Congo, qui est le commandant suprême des armées, Joseph Kabila a aussi pris d'excellentes décisions qui ont motivé les troupes, qui ont orienté les troupes de manière judicieuse, et il a su s'adapter. Il ne faut pas oublier qu'il y ait de formation militaire. Il a su s'adapter au mouvement du M23, il a su orienter sa politique exclusivement sur la guerre. C'est une période où lorsqu'on ne parle pas des élections présidentielles, on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, donner le crédit de la victoire à Mamadou Ndala seul, aujourd'hui encore, c'est erroné. Mamadou Ndala est l'un des pions qui a permis de vaincre le M23, tout comme la MONUSCO. On oublie souvent de citer le rôle primordial joué par les casques bleus dans ce conflit-là. Donc c'est vraiment une somme, une addition de talent, de volonté, une addition de courage, d'esprit courageux qui ont permis de vaincre le M23. Sauf que Mamadou se sent clairement mis de côté à ce moment-là. Donc lorsque la victoire est proclamée, lorsque les généraux se congratulent, des exemples tout bêtes, par exemple des repas d'officiers supérieurs, Mamadou n'est pas convié. Lorsque Joseph Kabila se rend à l'est de la République démocratique du Congo et qu'il se réunit en conciliabule avec les officiers et officiers supérieurs qui ont permis la victoire face au M23, Mamadou le reçoit, Mamadou présente ses unités, mais il n'est pas convié à déjeuner avec le président. Donc des petites choses comme ça qui lui font ressentir qu'il est plus ou moins mis de côté. Sans oublier que de nombreux généraux œuvrent un peu contre Mamadou, qu'ils sont contre son ascension, puisque la suite logique des événements voudrait que, suite à la victoire face à la rébellion, Mamadou soit élevé en grade. Il aurait pris 2 grades en l'espace d'1 an, il serait passé de lieutenant-colonel à colonel à général de brigade. Mais à sa grande surprise, et surtout à la surprise de sa famille, qui regrette beaucoup, j'ai discuté avec ses épouses, elle s'attendait à ce qu'il soit élevé en grade tout de suite après la victoire contre le M23. Quand je dis tout de suite après, c'est pas au mois de novembre, c'est par exemple au mois de janvier 2014, lorsque la nomination aura été effectuée par le président Kabila. Donc voilà, il y a toute cette série de frustrations, comme si y a quelque chose qui dérangeait, on sent un malaise, et chez Mamadou, et chez les officiers qui sont ses semblables, qui, dans le traitement qui lui est réservé. On entame à présent le chapitre 7, donc le dernier chapitre du livre. On arrive à la fin. Donc ce chapitre 7, c'est un chapitre qui est très spirituel, où on est beaucoup dans la spiritualité, la religion. Mamadou Ndala est un musulman convaincu, un musulman très pratiquant, très croyant. Donc voilà, je raconte des fois comment au front il se débrouille pour aller à la mosquée, pour prier en groupe alors qu'il est déployé au front, etc. Et le premier sous-chapitre
de ce chapitre 7 intitulé « Icône » s'appelle « Prémonition ». Je mets d'ailleurs une citation de la Bible, parce qu'en fait Mamadou, comme je l'explique dans le premier épisode, Mamadou s'exprimait beaucoup par citation, il citait des proverbes, etc. Donc ici je cite la Bible. Vous verrez, je vous laisserai découvrir dans le sous-chapitre Prémonition quel passage de la Bible est-ce que j'ai mis, lorsque vous allez vous procurer le livre, bien sûr. On voit comment Mamadou commence à entrer dans une phase de sa vie où il est beaucoup dans la méditation, dans les pensées, dans l'introspection, un moment de sa vie que ses proches ne lui connaissaient pas. Donc je l'ai intitulé Prémonition parce qu'il s'est comporté d'après ses proches, son entourage, d'après Hamza, comme quelqu'un qui pressentait qu'il ne vivrait pas longtemps, quelqu'un qu'à un moment ou à un autre, il disparaîtrait de manière brutale. Et c'est vrai que c'était très étonnant lorsque j'ai recueilli les témoignages de plusieurs personnes. Donc vous verrez, Hamza m'en parle, Mambo Kawaya m'en parle, ses épouses m'en ont parlé aussi, qu'à la fin de l'année 2013, Mamadou Ndala se comportait vraiment comme quelqu'un qui n'avait plus, qui n'avait plus de longue espérance de vie. Il avait acquis la certitude, face aux nombreux ennemis qu'il comptait au sein de l'armée, qu'il serait éliminé. Donc lui, c'est comme ça qu'il sentait les choses. Il ne sentait pas qu'il mourrait, comme je l'expliquais, lorsqu'il était au front. Il se comportait comme quelqu'un face au M23 qui ne craignait pas la mort. Il était aux avant-postes, il était au front, au combat, limite au corps à corps avec ses hommes. Mais une fois le conflit terminé, il se sentait menacé par ses frères d'armes, par les autres officiers de l'armée, par des remarques, des fois par des regards, des fois par du mépris. Donc il sentait quelque chose arriver. C'est une partie à découvrir dans le sous-chapitre Prémonition. Je vous invite du coup à y faire attention. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je cite plusieurs anecdotes, plusieurs passages, des anecdotes assez marquantes sur les pressentiments ressentis par Mamadou Ndala quant à la fin de sa vie. L'autre sous-chapitre s'appelle Béni. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est la menace des ADF en territoire de Béni. Il explique en fait la réalité des ADF à ce moment-là de l'année 2013, à la fin de l'année, la menace qu'ils représentent et la feuille de route de la 8e région militaire qui envoie Mamadou à Béniville, où il arrive avec son escorte au mois de décembre 2013 et où il prend la mesure de la situation. Il prend la mesure des enlèvements à répétition, du désarroi et de la peur au sein des populations civiles. Et ça le fait réagir, avec colère. La vidéo est connue, c'est une vidéo vraiment connue sur YouTube où on voit Mamadou en colère, qui s'exprime en swahili contre la situation et où il promet aux auteurs de ces crimes ainsi qu'à leurs complices la rigueur de la loi et que les FARDC les pourchasseront jusqu'à les mettre hors d'état de nuire. On voit également dans cette sous-partie Béni que l'escorte du colonel s'est considérablement renforcée, donc il a beaucoup plus de soldats autour de lui pour assurer sa sécurité. C'est une décision qu'il a prise lorsqu'il a vu qu'en fait il était vraiment menacé. Alors il n'est pas devenu paranoïaque, mais il est devenu beaucoup plus conscient de la situation. Son entourage l'alertait depuis un moment. Il disait « Mamadou, il faut que tu fasses attention. Mamadou, il y a des généraux qui n'apprécient pas ton ascension, d'autres qui n'apprécient pas ta surmédiatisation, des colonels. Voilà, il faut que tu prennes tes précautions. » Donc il avait accepté de grossir son escorte. Alors il y a 2 femmes dans cette escorte qui vont faire leur apparition, un peu contre l'avis des plus proches de Mamadou, parce qu'en fait elles viennent d'unités qui n'ont rien à voir avec les commandos, elles sont peu connues de l'entourage proche de Mamadou et elles suscitent la méfiance. Je vous donne leurs prénoms, Viviane et Séraphine.
vous donne ces prénoms-là puisqu'ils seront très importants à la fin de la vie de Mamadou et dans les événements qui suivront. Parmi les généraux présentés comme vivement hostiles à Mamadou Ndala, il y a le général Moundos. Donc c'est Charles Akilimali Moundos. Donc c'est le général en charge des opérations à Beni. Donc il est chargé de la défense de la ville de Beni. Et lorsque Mamadou va inspecter la ville pour prendre le pouls de la situation, il passe par chez lui. J'explique dans le sous-chapitre Moundos comment le colonel est reçu par ce général, comment il est traité, comment il est méprisé, je peux vous le dire, par ce général. Moundos, c'est un personnage qui, un peu à l'image de Birocho, mais également de Viviane et Séraphine, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, ce sont des personnes qui vont réapparaître, dont les noms vont réapparaître après la mort du colonel Mamadou Ndala. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement au bilan, à la conclusion de sa vie, de manière à pouvoir vous laisser découvrir les 2-3 sous-chapitres qui séparent celui de Moundos de celui de la conclusion, pour que vous puissiez prendre connaissance des secrets, des derniers instants de la vie du colonel Mamadou Ndala dans son intimité, auprès des siens, comment il a ressenti les choses, jusqu'à ce 2 janvier 2014, où, alors qu'il se dirigeait en reconnaissance à Eringeti, dans le cadre de sa mission contre les ADF, il a été atteint par une roquette de RPG-7, donc alors qu'il était à bord de sa Jeep, côté passager, et où il a trouvé la mort avec 2 autres de ses frères d'armes parmi les plus proches, puisque Mado est également décédé ce jour-là, et Coco, l'autre garde du corps très proche de Mamadou, a également perdu la vie lors de cette attaque. C'est un événement qui a bouleversé tous les soldats déployés à l'est de la République démocratique du Congo, surtout au nord Kivu. Ceux qui ont côtoyé Mamadou, beaucoup dans mes contacts, parmi ces soldats qui sont toujours déployés au front, certains combattent aujourd'hui encore contre le M23 et s'inspirent de Mamadou Ndala. Suite à cela, donc, d'autres événements ont eu lieu, des bouleversements, des manifestations. Il y a d'ailleurs un sous-chapitre par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, intitulé Vital, dédié à l'action de Vital Kamere auprès de la famille de Mamadou Ndala une fois que celui-ci a été tué. Donc voilà, mais, je préfère que vous le découvriez pour qu'on puisse conclure sur l'héritage de Mamadou Ndala, son héritage, l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, et je conclus dessus dans le livre, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette histoire. Vous voyez, il m'a fallu presque 3 heures avec les 3 épisodes pour vous expliquer son enfance, sa jeunesse aventureuse dans les forêts auprès des pygmées, sa vie de commerçant de matières premières avec son père, ses voyages en forêt, son passage dans les différentes rébellions, etc., jusqu'à son engagement militaire et tous les épisodes qu'il a pu connaître sur les différents terrains d'opération où il a été affecté, jusqu'à la gloire en 2012-2013 et à sa mort. Donc c'est une vie courte, une vie bien remplie et une vie au cours de laquelle il a pu construire une légende où il est devenu un héros national, pas à cause des 2-3 dernières années dans sa lutte contre le M23, même si ce sont ces dernières années-là qui l'ont rendu connu à l'échelle nationale en République démocratique du Congo, mais dès sa jeunesse, dès son enfance, son engagement national s'est tissé. Il a fait son chemin auprès des peuples autochtones, jusqu'à ses différentes mésaventures au sein des rébellions, comme je le disais. Donc, son héroïsme et sa carrure d'icône nationale s'est construite dès le départ, j'ai envie de dire. Pourquoi
avec une vie comme celle-ci, Mamadou Ndala, sa vie, son parcours n'est pas enseigné aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourquoi aucune rue ne porte son nom en République démocratique du Congo? Il n'y a pas de monument spécial dédié à Mamadou Ndala, il n'y a pas de rond-point comme l'avait suggéré Vital Kamerhe, qui voulait rebaptiser le rond-point Signiers donc à Goma au nom rond-point Mamadou Ndala. Donc même ça n'a pas été fait. Donc si on ne raconte pas son histoire, on n'a rien qui nous dit qu'un officier des forces armées de la République démocratique du Congo a mené une vie héroïque. Je dis vraiment une vie, et pas uniquement une carrière militaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a quelques années. Et donc ça n'est pas... Pourquoi ? C'était un peu le but de la rédaction de ce livre, essayer de comprendre pourquoi, d'interroger certains politiques. Certains ont réagi, et m'ont écrit en privé, suite à la réception du livre. On a pu échanger, mais c'est vrai que cette dimension qu'on sait donner dans d'autres pays aux héros nationaux, on ne la donne pas à Mamadou Ndala en République démocratique du Congo. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre la comparaison. En France, lorsque le colonel Arnaud Beltrame a été tué à Carcassonne, c'était en 2018, au cours d'une attaque terroriste, pour sauver une femme face aux terroristes. Son acte, où il s'est sacrifié pour cette victime, c'est un acte d'héroïsme et de courage, a été salué par toute la nation, il a eu des hommages nationaux, et aujourd'hui il y a une place à Arnaud Beltrame, dans le 92, en Île-de-France, à Rueil-Malmaison, si je ne me trompe pas. En République démocratique du Congo, il n'y a même pas une place au nom du colonel Mamadou Ndala. Alors certains disent que c'est parce que c'est un militaire, que c'est normal pour un militaire de combattre jusqu'au sacrifice suprême, mais je répète que mon propos reste que ça n'est pas uniquement la vie militaire du colonel Mamadou Ndala qu'il faut saluer, c'est l'ensemble de sa vie dédiée à la République démocratique du Congo, avec ses défauts, avec ses erreurs, avec ses bêtises, mais aussi avec ses actes de bravoure. Donc dans le livre, on le voit très bien, on n'idéalise pas Mamadou Ndala, on ne dit pas que tout était parfait, que tout ce qu'il faisait était bien, il y a énormément de zones d'ombre, il y a énormément de bêtises, des fois il y a des choses peu glorieuses, mais tout ceci contribue à construire sa carrure de héros et sa carrure d'homme exceptionnel qu'il est dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est un homme courageux, c'est un homme engagé, dévoué, déterminé, croyant, un homme très spirituel, qui mérite sa place de héros dans ce pays. On compare souvent à Patrice Lumumba, et j'ai dit dans mon introduction du premier épisode que pour moi, compte tenu de l'ensemble de la vie qu'il a menée, du destin incroyable qu'il a eu, j'estimais que l'exemple de Mamadou Ndala était au-dessus de celui de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est un grand héros de la République démocratique du Congo, un grand héros du panafricanisme, de l'indépendance des Congolais, de l'indépendance et de la liberté des peuples noirs. Mais c'est un combattant, c'est un militant politique, avec tout ce que cela implique comme jeu et enjeu politique. Mamadou Ndala se place sur un autre échiquier. Donc je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste que si les honneurs qui sont accordés aujourd'hui à Patrice Lumumba le sont à juste titre, car c'est tout à fait mérité, de mon point de vue, et de manière tout à fait personnelle, j'estime que Mamadou Ndala présente un profil qui mérite d'autant plus d'être célébré, d'être enseigné aux jeunes générations et d'être immortalisé dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc c'est toute cette volonté, toute
cette incompréhension qui m'a poussé à écrire cette biographie et qui interroge énormément de personnes dans le pays. On pensait qu'avec l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, peut-être que des hommages différents seraient rendus au colonel Mamadou Ndala. Lors de la fin de sa campagne présidentielle, Félix Tshisekedi, justement accompagné de Vital Kamerhe, se sont rendus sur les lieux de l'assassinat de Mamadou Ndala. Donc il y a eu un petit espoir que sa mémoire soit célébrée de meilleure manière, mais force est de constater que ni Félix Tshisekedi, ni Vital Kamerhe, qui de toute manière a eu une courte carrière aux côtés de Félix Tshisekedi au pouvoir, n'ont rendu la mémoire de Mamadou Ndala nationale. Donc j'espère que vous allez acquérir le livre pour en savoir plus, notamment sur les dernières sous-parties, sur les conclusions que je tire, qui sont beaucoup plus détaillées dans ce récit écrit. Et je pense qu'on fera un autre podcast de ce type. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais c'est une expérience à renouveler sur la chaîne Dunia Congo Media. Merci à vous et à bientôt.